Donc, bienvenue à cette comète. Alors, je me présente, donc Thierry Foulon. Je suis testeur-valideur depuis à peu près 8 ans maintenant. J'ai commencé en tant que développeur à mes débuts, puis on m'a demandé de passer, on m'a demandé si je voulais être testeur fonctionnel. Avec mon background de développeur, j'ai pu passer petit à petit et me former pour être un testeur automatique. Voilà. Donc, à présent, je vais passer à ma présentation. Donc, au cours de la présentation, je vais essayer de vous montrer ce qu'est le test automatique en abordant en premier lieu tout ce qui est entre guillemets dans le contexte, donc tout ce qui est méthodologie, donc quelles sont les méthodes de travail, comment ça fonctionne, etc., etc. Puis une description plus ou moins approfondie des outils disponibles pour nous aider à écrire et exécuter des tests. Et enfin, dans la partie cassons le site Dexia avec Selenium, je vais vous montrer un exemple pratique où je vais utiliser un outil existant, donc Selenium, pour exécuter une série de commandes, donc un test entier, sur le site Dexia. Donc, concernant les méthodologies en général, donc la plupart du temps, dans les entreprises où je travaillais, si ce n'est quasiment toutes les entreprises où j'ai pu travailler en tant que testeur, on travaillait principalement en méthode agile. Alors attention, la méthode agile n'est pas obligatoire. On peut travailler en méthode en cascade. Je sais que c'est pratiqué, mais la plupart du temps, c'est de la méthodologie agile. Donc, je vous expliquerai juste après, dans la diapo suivante, un peu plus en détail. Donc, en tant que testeur, on est amené souvent donc à écrire des nouveaux tests. Donc, je vais vous montrer à partir de quoi on écrit ces nouveaux tests. Ensuite, on passera entre guillemets sur comment on met à jour les tests existants. Donc, ce que j'appelle ici les tests de non-régression. Par la suite, on va donc entamer sur tout ce qui est quels sont les profils des gens qui rentrent dans le métier du testing, test automatisé, je précise. Un petit coup d'œil rapide sur comment on travaille, donc par exemple, dans quels environnements on travaille d'un point de vue testeur. Et enfin, je vous présenterai des outils qu'on utilise généralement, enfin des outils de DevOps qu'on associe assez régulièrement dans nos missions de test automatiseur, test automatique. Donc, concernant la méthodologie, principalement, on travaille principalement, comme je vous expliquais précédemment, oups, j'appuie sur le mauvais bouton. Donc, on travaille principalement en méthode agile, c'est-à-dire que il y a en gros, nos développeurs développent du coup l'application, donc font un build. Nous, en tant que testeur, une fois qu'on a le build complet et l'exécutable, on exécute une campagne de test. Une fois que ces tests sont exécutés et validés, on passe au déploiement et on repart pour une nouvelle itération entre build, test, déploiement, etc., etc. Alors ici, je vais assez vite, mais théoriquement, avant tout déploiement ou avant tout développement, il y a une petite session de spécification, c'est-à-dire que certaines personnes dans méthodologie agile définissent quels sont les besoins actuels à développer pour telle ou telle itération, et les développeurs partent de ça pour ajouter une nouvelle feature. Enfin bref. Donc, d'un point de vue testeur, à chaque nouvelle itération, par itération, j'entends donc chaque nouvelle version du logiciel, on regarde selon un plan de test ou les spécifications directement, quels sont les tests à ajouter, on les écrit, on les prévoit, et au moment où on a entre nos mains l'exécutable, on essaie de les exécuter. Concernant les tests existants, s'ils existent, on les met à jour, sachant que à chaque fois qu'on avance entre les phases du projet, c'est-à-dire qu'on passe d'une version à une autre, les tests de non-régression vont s'accumuler petit à petit jusqu'à être de plus en plus importants et du coup représenter sur le long terme le plus gros de notre travail à maintenir. Donc, d'un point de vue profil, il faut savoir que en tant que testeur,
on a principalement deux grands profils qui se présentent. Soit des gens qui sont plutôt techniques, donc avec un background de développeur, comme moi au tout début, ou des gens qui sont plutôt rentrés dedans grâce à des formations ou des certifications en testing, par exemple les certifications ISTQB, par exemple, qui leur ont appris à tout ce qui est entre guillemets théorie autour du test, c'est-à-dire quels sont les documents qu'on utilise habituellement, quelles sont les stratégies de test, quelles sont les méthodes pour savoir si un test ou pas est automatisable, etc., etc. Donc, pour résumer ça, donc on a entre guillemets les gens qui sont soit en général plutôt fonctionnels ou plutôt techniques. Sachant que au fur et à mesure que les projets de test automatique avancent, ce que j'ai remarqué, c'est que aussi bien les développeurs, enfin les testeurs d'un point de vue technique ou fonctionnel, apprennent des autres profils, entre guillemets, et deviennent au fur et à mesure à la fois techniques et fonctionnels. Donc, d'un point de vue technique, ce sont des gens qui ont en général de grandes capacités techniques, à savoir qui peuvent analyser quelles sont les technologies existantes dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut combiner, mettre bout à bout pour tester et simuler le test manuel qu'on a entre les mains. C'est-à-dire réutiliser soit un environnement en Python ou en Java ou tout autre environnement autorisé dans l'entreprise. Il faut aussi savoir que, vu qu'on a un background de développeur, on a aussi, entre guillemets, souvent appris à coder proprement, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et par la suite, je vous montrerai que certaines entreprises mettent en place aussi pour forcer les gens, inciter les développeurs ou testeurs à bien coder, entre guillemets, ils mettent en place ce qu'on appelle de l'analyse de code statique qui force, entre guillemets, les développeurs et ou testeurs à revoir leur code et à optimiser cela selon les règles d'entreprise. Finalement, du coup, étant souvent du coup des développeurs ou testeurs automatiques, on a souvent une très bonne vision des contraintes et des limites de notre système. C'est-à-dire qu'on a un environnement qui est entre guillemets fini. On sait qu'on pourra aller tester une IHM, par exemple, ou une base de données selon telle contrainte, et on sait où s'arrêter pour ne pas, entre guillemets, on sait où s'arrêter pour ne pas, pour réaliser correctement le test. À présent, discutons donc des gens qui ont plutôt un profil fonctionnel. Donc, comme je disais précédemment, ce sont des gens qui, d'un point de vue théorique, se sont formés sur toutes les théories autour du test, c'est-à-dire qui ont suivi une formation, une certification. Ces gens ont appris, par exemple, à se baser sur des documents plus ou moins précis comme le plan de test ou des docs de spec qui permettent de savoir quels sont les tests à réaliser à une itération N et quelles sont celles à exécuter par la suite. Et enfin, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, la plupart des gens dits fonctionnels ont une très très bonne, ils ont de grandes facilités à voir, entre guillemets, le cœur du métier derrière les tests. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont plus ou moins une grande facilité à rentrer dans les documents, ils savent plus ou moins, ils rentrent plus facilement dans toutes les... ils ont plus en facilité, entre guillemets, à écrire des tests liés au cœur du métier de là où on travaille. Par exemple, dans le domaine bancaire, là où je suis, il y a énormément de contraintes, aussi bien techniques que politiques, qui ne sont pas forcément notées dans tous les documents, mais d'un point de vue fonctionnel, souvent, moi, quand j'ai des questions à poser entre guillemets, à des collègues ou référents, souvent, ceux qui ont une connaissance, qui ont une bonne formation fonctionnelle, entre guillemets, arrivent à se retrouver plus facilement dans toutes les contraintes, aussi bien techniques que politiques, comme je dis, et à mettre en place des tests pour répondre justement à toutes ces contraintes. Donc, à présent, discutons un petit peu de l'environnement. Alors, d'un point de vue environnement, de test, je le précise,
il nous faut souvent un environnement qui soit, entre guillemets, identique à ce qu'ont les développeurs, mais indépendant des développeurs. Ça veut dire que généralement, on a donc, par exemple, 2 machines virtuelles, un pour les développeurs, un pour les testeurs, qui ont des paramètres plus ou moins similaires, mais qui doivent être totalement indépendants pour éviter qu'on se marche sur les pieds des uns et des autres. Donc, voilà donc pour les outils utilisés habituellement. Donc, à présent, parlons un petit peu de DevOps. Donc, DevOps, c'est un grand mot, mais en général, d'un point de vue DevOps, nous, on intervient dans quelques modules du DevOps. C'est-à-dire que, par exemple, focalisons-nous sur la partie Jenkins, par exemple. Donc, Jenkins, c'est quoi? Jenkins, c'est un outil qui permet de représenter plus ou moins facilement les étapes de développement, de test, de déploiement et d'analyse qualitative si nécessaire. Donc, ici, vous avez en parallèle, donc je vous ai mis en parallèle donc, la théorie sur la méthodologie agile et ce qu'on peut faire sur Jenkins. C'est-à-dire qu'on peut donc préciser un module qui va compiler automatiquement le code source quand les développeurs vont pousser sur Git les dernières modifications. Ce code sera donc recompilé, générera automatiquement un exécutable, puis fera appel, si la génération est OK, fera appel au module test pour tester automatiquement tous les tests disponibles. Et une fois que ces tests seront, entre guillemets, tous passés, sans aucune erreur, on fera appel du coup à la partie déploiement pour déployer plus ou moins automatiquement sur des environnements, que ce soit client ou test ou d'autres, selon les besoins du projet. Alors, concernant les 2 derniers modules, donc tout ce qui est qualité, analyse de qualité ou porte-qualité, comme c'est écrit ici, ce sont souvent des modules SonarCube qui permettent juste d'analyser statiquement le code source, c'est-à-dire l'entreprise définit X règles différentes. Ces règles vont être utilisées pour parser le code aussi bien des développeurs que des testeurs, pour vérifier que les bonnes pratiques requis par l'entreprise soient bien mises en place. Par exemple, dans le code source, dans le code qu'on écrit, il faut éviter qu'il y ait 5 if fabriqués ou qu'il y ait X if à l'intérieur d'un while, etc., etc. Je vous ai donc parlé de la méthodologie, des outils qu'on utilise habituellement. Maintenant, je vais vous décrire sur quoi on se base pour écrire nos tests automatiques. Donc, la première source de nos tests automatisés, ce sont principalement nos tests manuels. 90% du temps, ce sont des tests manuels et les 10% restants, ce sont souvent soit directement la spécification ou aussi, s'il est disponible, le plan de test. Donc, une question qui nous arrive souvent de nous poser, c'est est-ce qu'on automatise tous nos tests manuels? À cela, je vais vous dire que ça dépend de plusieurs critères. Donc, par exemple, ça dépend de la complexité du test en question. Si c'est un test qui est extrêmement dur à exécuter manuellement, mais dont on maîtrise toutes les séquences, en général, ce genre de tests seront automatisés en priorité. Par contre, si c'est un test qui s'exécute très facilement et qui n'a besoin d'être exécuté tous les 31 du mois, alors celui-ci, on essaiera de l'automatiser le plus tard possible. Enfin, dans l'ordre des priorités, il sera automatisé, entre guillemets, à la fin quand on n'aura plus rien d'autre à faire. Donc voilà, au final, pour tout ce qui est automatisation, le plus gros de notre travail, ça sera du coup de mettre à jour nos tests de non-régression. Je m'explique. Donc, si on reprend la méthodologie agile, on développe des nouveaux tests quand on reçoit le logiciel. Puis, une fois qu'on a développé nos nouveaux tests, on exécute. Et durant l'exécution, on s'aperçoit que la plupart des tests nouvellement écrits ou déjà écrits précédemment sont en échec. Cela veut dire que les changements qui sont venus avec la nouvelle version du logiciel ont eu des impacts négatifs ou positifs, sur nos tests et qu'il faudra peut-être revoir tous nos tests pour s'assurer que le problème qu'on détecte, ce soit de vraies anomalies ou juste que nos tests ne sont plus adaptés à la version actuelle du code. Donc, sur le long terme, sur les projets automatisés sur le long terme, le plus gros de notre travail consiste à mettre à jour nos tests de non-régression, c'est-à-dire nos tests
écrits dans les versions N-1 du logiciel. Donc, à présent, je vais vous montrer une petite démonstration utilisant Selenium. Mais avant cela, je veux donc vous expliquer comment est-ce qu'on, comment dire, expliquer que quand j'écris un test, j'ai besoin de savoir comment est-ce que j'interagis avec le test, c'est-à-dire quels sont les stimuli que je peux envoyer au système pour qu'il me réponde. Ici, dans le cas d'une interface graphique, je vais utiliser Selenium pour simuler des clics ou des remplissages de zones de texte ou autres interactions qui, habituellement, un humain peut faire sur un site web. Donc, mon but, c'est de envoyer une commande, vérifier vérifier par la suite que cette commande ait été bien reçue par le navigateur ou le site en question, et surtout trouver un moyen pour capturer la réaction de cette commande. Donc, je vais donc commencer à exécuter un test. Donc, ici, vous avez un simple exemple de test où, je reviens un peu vers la suite, où je vais simplement envoyer une série de clics, donc de clics sur la page web, et vérifier de temps en temps la présence d'un bouton ou d'un texte sur la page web. Ça prend un petit peu de temps pour démarrer, et à tous les coups, il va lancer la page web, la page Chrome sur mon autre écran. Attention. Ouais, c'est bon, ça a démarré, hop là, ici. Donc, vous allez voir donc le site Extia. De temps en temps, vous allez voir du coup des boutons qui sont encadrés en rouge. Donc, l'encadrement en rouge, ce n'est pas un effet natif du site. C'est-à-dire, moi, c'est un effet que j'ai rajouté pour pouvoir visualiser plus tard dans le rapport de test qu'est-ce que j'ai effectué à tel ou tel moment. Parce que là, durant l'exécution, on peut voir exactement où on clique. Donc, il y a des effets visuels, par exemple, que les boutons passent en orange ou des effets de floutage qui nous donnent un indice de qu'est-ce qui se passe durant le test. Par contre, lorsqu'on regarde le rapport de test qui est généré par la suite, c'est-à-dire tous les screenshots qui vont être générés automatiquement par la suite, on perd pas mal d'informations qui sont liées dynamiques, qui sont vues uniquement durant le test. Il faut savoir qu'on peut envoyer via Selenium de simples clics ou de remplissage de texte, mais qu'on peut aussi, comme vous pouvez le voir ici, modifier les propriétés des éléments HTML. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai encadré de différentes couleurs plusieurs champs de texte, mais j'ai aussi demandé à cacher visuellement certains éléments. Donc, Selenium, par exemple, ici, me permet d'envoyer plusieurs stimuli pour donc interagir normalement avec un site web, mais surtout mettre en évidence via quelques pirouettes. Donc ici, c'était principalement encadré dans une certaine couleur là où je veux cliquer. Donc, ça me permet du coup de mettre en évidence quelles sont les actions que j'effectue au cours du test. Donc là, d'un point de vue testeur, donc j'ai exécuté un scénario de test, j'ai exécuté du coup un ensemble de clics. Et là, ce qui va surtout m'intéresser, c'est d'analyser par la suite le rapport de test qui en découle. Donc, je vous ai préparé du coup un rapport de test. Donc ici, théoriquement, ici, je vais rafraîchir la page. Hop là, donc, le dernier élément correspond au dernier test exécuté. Donc, à chaque fois que je génère un rapport de test, j'ai besoin de générer quelque chose qui montre du premier coup d'œil, est-ce que le test est bien passé, oui ou non? Là, ici, on peut voir que le scénario que j'ai exécuté s'est bien passé parce qu'il dit simplement « passe », le mot-clé « passe », entre guillemets, encadré en vert. Dans le cas d'une erreur, là, on peut voir que durant cette exécution ici, il y a eu une erreur. Dans le cas d'une erreur, j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé durant le test et surtout de savoir quels scénarios parmi les dizaines de scénarios que j'ai exécutés se sont mal passés. Et au final, lorsqu'une campagne de test se finit, on regarde l'intégralité des tests exécutés, on regarde quel est le pourcentage de scénarios qui se sont bien passés ou mal passés. On estime
on essaie d'estimer avec nos managers, savoir si est-ce que par exemple 10% d'échecs, c'est suffisant pour valider l'itération actuelle, ou est-ce qu'on doit renvoyer tout ça aux développeurs pour tout corriger. Donc, on génère donc au final un rapport de test. On voit aux développeurs et aux managers pour discuter du résultat de la campagne, et on décide entre nous de savoir si, oui ou non, on passe à la suite, c'est-à-dire on passe à l'itération N+1, ou si on doit, entre guillemets, recommencer ou corriger les bugs actuels pour atteindre un plus haut niveau de réussite. Pour résumer, une itération complète, c'est le développeur nous fournit une version du logiciel. Moi, en tant que testeur, je vais écrire les nouveaux tests de la version courante. Je mets à jour les tests existants des versions N-1. J'exécute la campagne. Et à la fin de cette exécution, je discute avec les managers et les développeurs pour savoir si les résultats actuels, qui par exemple, imaginons qu'on a 95% de réussite, je leur demande est-ce que ça vous suffit ou pas, ou est-ce que vous voulez atteindre un plus grand score de réussite, etc., etc. Et ça, en tant que testeur automatique, on le fait à chaque itération au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que le logiciel va évoluer, comme dit précédemment, donc j'aurai donc de plus en plus de tests exécutés automatiquement par la machine de manière normalement répétable et fixe. C'est-à-dire que le comportement des tests est en théorie toujours identique d'une itération à l'autre. Donc voilà qui conclut la petite démonstration. Je vais essayer de revenir à la présentation. Donc, juste avant de passer à la session questions-réponses, je voulais aussi vous montrer, vous donner comme information quelques petites astuces, ou plutôt certifications, qui permettent à certains de rentrer dans le monde du test. C'est-à-dire que moi, en tant que testeur, à mes tout débuts, on m'a fait rentrer, entre guillemets, dans un projet parce que j'étais développeur à la base. Mais au fur et à mesure que je me suis formé, que je me suis amélioré, on m'a indiqué, et surtout on m'a conseillé de suivre certaines formations, dont la formation XTQB que vous pouvez voir ici, pour être certifié en tant que testeur confirmé. C'est-à-dire que le tout premier niveau, donc le niveau fondation, vous montrera donc les bases du test, donc comment donc tout ce qui est stratégie, tout ce qui est connaissances basiques sur le monde du test. Puis, il y a des formations, entre guillemets, dites complémentaires. Donc, une pour la méthodologie agile, l'autre pour les tests automatisés, qui me concernent d'ailleurs, qui vous montreront différents domaines du DevOps. Donc, il faut savoir que la formation ESTQB ne se limite pas que aux tests. Donc, eux, ils vont un peu plus loin à ce niveau-là.